Puis on reçoit Gilles Darcy pour le cours de santé des forêts. Et Gilles, tu en face de toi des étudiants et étudiantes du Master 2 en gestion des forêts et des espaces naturels, le module de santé des forêts, mais aussi quelques collègues qui se sont joints à notre groupe aujourd'hui pour entendre ce sujet brûlant d'actualité et plein d'intérêt. Là, on est aux confins du croisement des disciplines, et donc c'est toujours très riche et très chouette de pouvoir mélanger les expertises de chacun et chacune. Je me disais, moi, je ne sais pas si finalement mon approche d'infectiologue va finalement être utile ou compatible, et si moi je suis certain que finalement il y a plein de... Le croisement des disciplines est super intéressant, et on va le prouver aujourd'hui, et n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Gilles aujourd'hui, c'est certainement pour ça, par rapport à tout ce que vous avez vu dans le cours et toutes les questions par ailleurs. Donc Gilles nous vient du CHU de Liège, et aussi enseignant-chercheur au niveau de l'Université de Liège, c'est une autre faculté, la faculté de médecine. Et voilà, je ne serai pas plus long. Merci d'être là, et nous sommes à ton écoute. Et aussi, c'est peu nombreux, on peut essayer d'avoir une présentation assez interactive, et donc me permettre de vous poser quelques petites questions pour sonder un peu vos connaissances. Et à l'inverse, n'hésitez pas à m'interrompre et poser aussi des questions. Si je raconte des conneries, n'hésitez pas à me le signaler aussi, notamment quand je vais parler de déforestation. Donc le but du jeu ici, c'était d'avoir une approche One Health. J'espère que je ne suis pas le premier à vous parler de ce concept-là, Simon probablement l'a déjà fait, et d'autres avant lui. Mais en médecine, c'est pas tellement à la mode, ça commence seulement à arriver, il y a très, très peu d'étudiants qui sont familiers de ce concept-là. Donc c'est comment la santé humaine, en l'occurrence, ça c'est mon domaine, est reliée à la santé de l'environnement, ça c'est le vôtre, et à la santé des animaux, ça concerne plus la fac VT avec qui on intervient pas mal. Il y a quelques petites histoires dont je vais vous parler aujourd'hui qui sont issues de ce bouquin dont je vous recommande vraiment la lecture. C'est un bouquin de Marie-Monique Robin qui est journaliste, c'est super facile à lire. Et par contre, c'est très sérieux puisque c'est fait avec la collaboration de Serge Morand, qui est probablement un des personnages les plus connus dans le domaine du One Health. Je fais le tour du monde pour parler notamment de l'émergence de pathologies infectieuses et du lien avec l'environnement et la biodiversité. Donc, le petit cours d'aujourd'hui est divisé en 3 parties. Une partie d'introduction qu'on va voir tout de suite. Et puis après, je vais vous donner 3 petits exemples qui sont très, très parlants en termes d'impact de l'environnement et notamment la déforestation sur l'émergence de pathologies infectieuses, à savoir le virus Nipah, Ebola et l'ulcère de Buruli. On verra si c'est des pathologies qui vous parlent ou pas. Et puis après, on abordera alors les zoonoses directement en Belgique, celles qui pourraient vous concerner de par vos activités en forêt, puisque j'imagine que vous ne travaillez pas que... Enfin, j'espère pour vous que vous avez parfois des cours un petit peu ailleurs qu'en auditoire. Alors, qu'est-ce que c'est une zoonose? Je pense que Simon a déjà utilisé cette définition. Une zoonose, c'est donc une maladie qui se transmet des animaux à l'être humain et vice-versa. Et j'insiste bien sur le et vice-versa, notamment parce qu'avec le point de vue du médecin, souvent on pense zoonose, ok, c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme, mais on a tendance à complètement oublier le fait qu'on peut aussi transmettre nous-mêmes des maladies aux animaux. C'est le cas, notamment, c'était très bien démontré avec le Covid, hein, où on pouvait transmettre notamment des animaux domestiques, notamment le chat. Ça a été démontré avec l'épidémie de Mpox aussi, où il y a eu des chiens qui ont été touchés par le Mpox. C'est très très bien connu pour Ebola. Donc les zoonoses, ça ne va pas que dans un sens, ça va dans les deux sens. Et donc quand ça ne va que dans un sens de l'animal à l'homme, on parle alors d'anthropozoonose. Et vétérinaires aiment bien de parler plutôt de zooanthroponose, c'est-à-dire une transmission qui va de l'humain vers l'animal. Alors l'infectiologie, ça le vent en poupe depuis quelques années, je vais dire, on est devenu super à la mode, mais ce n'était pas le cas du tout dans les années 60, puisqu'il y a un prix Nobel de médecine, un Australien qui écrivait à l'époque, ça date donc des années 60, milieu du XXe siècle, que c'est l'aboutissement d'une des révolutions les plus importantes de l'histoire, à savoir l'élimination presque complète des maladies infectieuses. Donc les antibiotiques en fait sont découverts dans les années 20, et puis il y a tout un tas d'autres antibiotiques qui vont être découverts progressivement, si bien qu'il y a pas mal de maladies bactériennes qui sont traitables très facilement, ce qui n'était pas le cas
quelques années plus tôt, et donc il y a pas mal d'optimisme à ce sujet, au point que l'équivalent du ministre de la Santé aux États-Unis dit aussi, OK, on peut fermer maintenant le livre des maladies infectieuses, c'est un problème qui est vraiment réglé, qui est derrière nous. Alors ça peut faire sourire évidemment quand on voit ça, mais à l'époque c'est assez dramatique puisqu'il y a tout un tas de labos qui ferment tout simplement s'ils n'ont plus de subsides. On estime que c'est plus très vraiment nécessaire en fait de mettre de l'énergie et de l'argent pour l'infectiologie parce que le problème semble être réglé. Et puis dès les années 70, donc 10 ans plus tard, on voit à quel point il s'était déjà lourdement trompé puisqu'il y a des maladies émergentes donc, qui apparaissent, notamment la légionellose, première apparition en 76 avec des dizaines de morts lors d'une conférence d'anciens militaires américains, de l'American Legion, d'où le nom de légionellose d'ailleurs. Et puis la même année, l'apparition du virus Ebola en RDC, et puis mon dada, moi, c'est le VIH qui apparaît quelques années plus tard à Los Angeles, où dans la communauté homosexuelle, il y a énormément de morts des suites de pneumonie à pneumocystis. Et donc, on découvre rapidement que c'est lié à un virus qu'on appelle le VIH. Et puis après, l'émergence de résistance aux antibiotiques, c'est aussi malheureusement un problème qui est extrêmement important. Et donc, de toute évidence, l'infectiologie, il ne fallait pas fermer les livres, il fallait plutôt continuer d'écrire de nouveaux livres à ce sujet. C'est vrai aussi donc pour les maladies respiratoires, et quand on regarde les nidovirus, nidovirus, je ne sais pas si ça vous parle, mais coronavirus fait partie de cette grande famille des nidovirus, et ça je suis sûr que ça vous parle. Et on voit qu'en fait l'émergence de ces pathogènes, c'était quelque chose de très rare il y a quelques siècles, et il y a une véritable accélération dans les dernières décennies. On voit qu'il y a de plus en plus en fait de nidovirus qui apparaissent, que ce soit chez l'animal, chez le bovin, chez les porcs, ou chez l'homme, avec le SARS-CoV-1, le Middle East Respiratory Coronavirus, et puis plus récemment le SARS-CoV-2, que tout le monde connaît évidemment. Donc vous voyez qu'il y a une véritable accélération en fait, dans l'émergence de pathogènes. Et ça a conduit des gens qui étaient plus malins que ceux qui ont voulu fermer tous les livres d'infectiologie à se réunir et à créer plutôt justement des nouvelles revues, dont une revue qui est extrêmement bien cotée maintenant. Je vous souhaite d'arriver à publier là-dedans. J'ai déjà essayé, mais ça n'a pas réussi. Qui s'appelle Emerging Infectious Disease. Et donc, ce bonhomme-là, qui est un scientifique très connu qui s'appelle Steve Morse, il crée cette revue et il écrit dans son tout premier article, donc on est à la fin des années 90, inutile de dire que c'est bien avant l'apparition du SARS-CoV-2, que c'est important de se repencher sur les maladies infectieuses et qu'il y a des facteurs qui vont favoriser l'émergence de nouveaux pathogènes, de nouvelles maladies infectieuses. Et ces facteurs-là, ils sont de nature écologique, environnementale, démographique. Et tout ceci va contribuer à en fait augmenter les interfaces, augmenter le fait que les hommes vont être en contact avec des pathogènes de manière de plus en plus fréquente. Donc c'est clairement un visionnaire, puisqu'il écrit ça il y a 40 ans. Et c'est on ne peut plus vrai aujourd'hui. Donc si on regarde les maladies infectieuses émergentes, donc EID c'est pour Emerging Infectious Disease, si vous regardez le graphique ici de droite, en fait la majorité des maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses, que ce soit lié à la faune sauvage ou à la faune domestique. Autour de 60% des nouvelles maladies sont des zoonoses, donc transmises de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme. Et ces zoonoses, elles apparaissent dans des territoires qui sont relativement précis. Donc, il y a des hotspots pour l'émergence de pathologies infectieuses. Et vous voyez que dans ces hotspots, il y en a deux qui sont clairement beaucoup plus en avant. C'est l'Asie du Sud-Est et la région des Grands Lacs, ici, en Afrique. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ces deux régions plus que d'autres régions? Après, vous voyez que l'Europe n'est pas épargnée. Petite idée. Ouais. J'imagine que c'est le déboisement. Ouais, c'est un des facteurs. Ouais. Et donc, en fait, il y a une migration des animaux, une proximité entre les humains et les animaux qui augmente. Ouais. On va y revenir. D'autres facteurs. Ouais. Densité de population. Ouais.
démographie. Là, vous en avez deux. Donc, on aura deux qu'on va voir maintenant avec l'histoire du virus Nipah, qui est vraiment l'archétype des mécanismes à l'œuvre dans l'émergence de pathologies infectieuses. Qui connaît le virus Nipah? Deux personnes? Vous avez entendu parler de ce virus dans quel cadre? Dans la discrétion, la presse ou les cours Une fois dans le cours l'année dernière, et alors en Asie, en Afrique? Pas en Afrique. À ma connaissance, il n'y en a pas encore en Afrique. Non, non, mais. Le nom vous évoque quelque chose en tout cas. Donc le virus Nipah, c'est bon, c'est ça, on s'en fout un petit peu de à quoi il ressemble. C'est un virus ARN qui a été découvert pour la première fois à la fin des années 90 en Malaisie, dans un petit village qui s'appelle Nipah et qui est situé tout près de Kuala Lumpur. Et donc là-bas, dans ce village-là, il y a des énormes élevages intensifs de porcs. Et la première épidémie, donc, les ouvriers agricoles constatent qu'il y a de plus en plus de porcs qui commencent à mourir. En fait, je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est vraiment une hécatombe. D'un point de vue économique, évidemment, c'est pas dingue. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là, puisque les ouvriers agricoles eux-mêmes deviennent malades, ils font de la fièvre, ils sont mal partout, ils ont des signes de méningite, d'encéphalite, au point qu'il y a à peu près 30-40% des ouvriers touchés qui meurent aussi, ce qui est relativement problématique, pas seulement du point de vue économique, évidemment. Et même les ouvriers des abattoirs dans lesquels on envoyait ces porcs commencent aussi à tomber comme des mouches. Donc, c'est un peu la panique là-bas en Malaisie. Inutile de vous dire qu'on abat des porcs par centaines de milliers pour être sûr qu'il n'y ait plus de contamination à l'homme. Le porc est clairement identifié comme le coupable, jusqu'à ce que certains virologues se mettent au travail et donc découvrent ce virus pour la première fois, qui est le fameux virus Nipah, du nom de ce petit village. Puis on essaye de comprendre d'où vient ce virus, et on se rend compte que le coupable n'était peut-être pas le porc, mais plutôt la chauve-souris, sur qui on tombe régulièrement. Système immunitaire un petit peu particulier, qui fait que cet animal héberge pas mal de virus et sert de réservoir à pas mal de virus. Et donc ces chauves-souris, en fait, elles se retrouvaient en très grand nombre dans des arbres fruitiers qui étaient situés vraiment au contact direct des élevages de porcs. Et on se rend compte que ces chauves-souris qui sont là en très grand nombre, pour une raison qui est peu connue encore à ce moment-là, elles sont présentes en grand nombre et elles sont très très hautement viriliques. Elles ont vraiment beaucoup de virus, donc elles sont très contagieuses. Alors que font ces chauves-souris là-bas? En fait, c'est parce qu'il y a une déforestation massive en Malaisie. Donc on fout le feu à la forêt, dans le but, pas comme en Amazonie où c'est surtout pour mettre des élevages de bœuf. Ici, c'est surtout pour mettre des palmeraies, donc des monocultures, et produire de l'huile de palme à grande échelle. Et donc, en fait, les chauves-souris n'avaient tout simplement plus d'habitat, sont soumises à un stress très élevé. Le stress, c'est pas bon pour les animaux, donc le système immunitaire est moins performant. Du coup, elles sont plus virémiques, plus contagieuses. En plus, il y a une promiscuité beaucoup plus importante. Les chauves-souris se retrouvent les unes contre les autres puisqu'elles n'ont plus d'habitat. Et elles se sont rabattues donc sur ces arbres fruitiers situés à proximité des élevages de porcs. Et donc, le coupable, évidemment, de cette histoire, c'était ni le porc, ni la chauve-souris, c'était l'homme. Et le cycle du virus, le voici. Donc, les chauves-souris qui se rabattent sur les arbres fruitiers et qui peuvent contaminer directement l'homme, notamment via des fruits qui sont contaminés et les hommes vont ramasser ces fruits, les manger, faire du jus, ou contaminer alors plus fréquemment le porc qui va alors être tué et puis mangé par l'homme. Donc vous voyez que cette première épidémie de Nipah, c'est quand même 105 décès sur 265 personnes infectées, donc c'est quelque chose qui est très très mortel, rien à voir avec le SARS-CoV-2. 1 million de cochons abattus, dans la plupart, on n'a rien demandé. Et qu'est-ce qui a favorisé l'émergence du virus Nipah? C'est d'une part la déforestation, qui a obligé les chauves-souris à se rabattre sur ces élevages de porcs, et aussi la manière dont ces porcs sont élevés, puisque c'est des élevages qui sont intensifs, avec une promiscuité qui est majeure entre les porcs qui sont élevés, porcs qui sont par ailleurs sélectionnés pas pour leur bagage génétique qui leur permet de se défendre correctement contre les virus, mais plutôt pour être les plus gros possibles et les plus viandeux possibles. Donc il y a une diversité génétique malheureusement dans ces élevages qui est très très faible, une promiscuité qui est énorme, un stress de nouveau qui est important puisque les animaux ne sont pas élevés dans de très bonnes conditions. Du coup, leur immunité est aussi amoindrie, qui va favoriser la dissémination du virus Nipah.
Alors la Malaisie, c'est un pays qui est essentiellement musulman, on ne mange pas de porc. Donc tous ces élevages-là ont pour but en fait de nourrir d'autres pays, notamment la Chine. Et la viande de porc était très largement exportée plutôt que consommée sur place. Alors depuis cette épidémie de 98 du virus Nipah, il y a eu d'autres épidémies dans la région pour les mêmes problèmes, une croissance démographique très forte qui implique un élevage de plus en plus intensif avec des usines véritablement à port, une déforestation qui a pour but de favoriser justement ces élevages ou les constructions ou des monocultures. Et donc vous voyez ici en jaune sur toutes les épidémies de virus Nipah qui ont eu lieu les dernières années, dont une à Dhaka où pour la première fois le virus s'est transmis d'homme à homme. Donc le virus, il évolue. C'est comme le SARS-CoV-2, c'est comme le VIH, c'est comme tous les virus. En fait. Il évolue, il se réplique, et à chaque fois qu'il se réplique, il y a des mutations qui peuvent apparaître, et il devient de plus en plus efficace, notamment pour devenir de plus en plus infectieux et se transmettre d'homme à homme, ce qui n'était pas décrit auparavant. Mais ce virus devient capable de se transmettre donc d'une personne à l'autre, et plus uniquement d'un animal à un autre, ou de l'animal vers l'homme. Si bien que la RTBF, c'est peut-être à cette occasion que vous en avez entendu parler, certains d'entre vous, disaient faut-il craindre une pandémie en 2023, parce qu'il y avait une épidémie de virus Nipah en Inde, donc dans cette région du sud de l'Inde, avec 2 morts. Bon, c'est très peu, 2 morts, mais de mémoire, il n'y avait eu que 6 cas, donc ça fait quand même 30%. Et 6 cas, pour 6 cas, ils avaient fermé des écoles, ils avaient instauré le port obligatoire du masque, distanciation sociale, tellement ce virus inspire une crainte énorme. Il inspire une crainte énorme, pourquoi? Parce que d'une part, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, la mortalité est hyper élevée, et on voit que ce virus, il a un potentiel d'adaptation qui est vraiment très très élevé, si bien qu'il est considéré par l'OMS comme une des menaces les plus importantes en fait sur notre société à l'heure actuelle. Donc voilà un peu pour Nipah. Alors Ebola est beaucoup plus connu, je ne vais pas vous demander si vous connaissez Ebola, j'espère que tout le monde a déjà entendu au moins ce nom. Ebola, c'est beaucoup plus connu. J'aime bien en parler parce que c'est un Belge qui l'a découvert, Peter Spirock, qui travaille toujours d'ailleurs, à l'Institut, il est pensionné, mais il donne toujours des conférences un peu à gauche, à droite. Il travaille à l'Institut de médecine tropicale en Anvers. Et donc, il a découvert ce virus en 1976 dans une toute petite, dans une région ici, dans un petit village qui s'appelle Yombufu, qui est situé au bord d'une rivière, la rivière Ebola, qui se jette dans le fleuve Congo. Donc là, le nom vient d'une rivière. Et il y a des chercheurs qui ont publié donc, ce rapport sur l'impact de la déforestation sur l'émergence d'Ebola et sur la survenue d'épidémies en fait d'Ebola. Et donc ils sont intéressés à 2 index, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être que je me mets un peu en danger en abordant ce genre de sujet. Et donc ils utilisent deux mesures, 2 paramètres, je vais dire, qui sont d'une part la connexion, donc c'est assez simple, soit de la forêt est d'un seul tenant, et à ce moment-là la connexion est hyper élevée de 1, soit la forêt est hyper fragmentée, et à ce moment-là, l'indice de connexion est très très faible. Jusque-là, même un médecin est capable de comprendre. Et puis ici, c'est plutôt le rapport des surfaces entre la forêt et les zones urbaines qui peut être très disparate. Donc ici, imaginons que la forêt soit en vert, il y a très peu de surface forestière et beaucoup de zones urbaines, alors que dans ces 2 profils-ci, la surface est plus ou moins 50-50. Et donc ce qu'ils remarquent, c'est que où ont lieu ces épidémies d'Ebola, c'est dans des régions où la surface est plus ou moins de 50-50. Donc il y a à la fois des zones urbaines et des zones forestières. Et c'est des endroits où par contre la connexion est très très faible. Donc la forêt n'est pas du tout d'un seul tenant, la forêt est hyper fragmentée. Ils ont carrément pu mettre en évidence que parfois des réductions de la connexion, donc une fragmentation de la forêt, aboutissaient alors à l'émergence de certaines épidémies d'Ebola. Et ça, c'est parce que, je ne sais plus qui l'a dit, très bien, il y a une interface en fait, entre l'homme et la faune sauvage qui augmente du fait de la fragmentation de la forêt. S'il n'y a que de la forêt, il y a peu de risque d'avoir une épidémie d'Ebola. S'il n'y a que de la ville, il y a peu de risque aussi. Le fait d'avoir des petits îlots, des petits villages qui sont en contact permanent avec des petits îlots de forêt,
où de nouveau les animaux peuvent être soumis à des stress, ça peut précipiter l'émergence d'épidémies d'Ebola. Et alors, je voulais juste mettre cette dia de nouveau, peut-être que pour vous, ça semble évident, mais en médecine, on ne parle jamais de ça. On saute toujours sur l'impact des virus sur l'homme, mais Ebola tue probablement beaucoup plus de primates que d'hommes. Et ça avait été publié dans Science. Ebola, c'est une vraie menace pour les populations de primates dans certaines régions du monde, avec des milliers d'individus qui meurent des suites de ce virus. Alors, avant d'attaquer donc le volet zoonose en Belgique, je vais donner un dernier exemple qui est celui de l'ulcère de Buruli. Qui a déjà entendu parler de l'ulcère de Buruli? Ouais, 2 personnes. D'accord. C'est peu. Bon, vous n'oublierez pas, c'est l'ulcère de Buruli. Quand vous avez vu cette photo, c'est assez marquant. C'est assez dégueulasse comme pathologie. Donc, c'est lié à une mycobactérie qu'on appelle Mycobacterium ulcerans. Mycobactérie, c'est la même famille que la tuberculose, qui vous ronge progressivement le poumon, ou que la lèpre, qui vous ronge progressivement différentes parties du corps. Donc, c'est vraiment des bactéries qui se divisent très, très doucement, en fait, et qui prolifèrent sur le temps long, et qui sont extrêmement délabrantes. Alors, l'ulcère de Buruli, donc, ça donne ce genre de lésions qui sont assez dramatiques. Et même si on n'en parle jamais, c'est très peu connu, c'est hyper diffus dans le monde. Il y a des dizaines de pays qui sont touchés, principalement dans des régions tropicales, et notamment aussi l'Australie est pas mal touchée. Alors pourquoi je parle de l'ulcère de Buruli? Non seulement parce que c'est assez marquant d'un point de vue visuel, et donc la plupart du temps les gens s'en rappellent, mais aussi parce que ça montre très bien le rôle de la biodiversité, et notamment pour une belle photo, notamment de la forêt. Il y a eu un très bel article publié en 2016. Et dans cet article, donc, les chercheurs, là, ils ont étudié l'impact de la déforestation en Guyane. Donc, en Guyane, je ne suis jamais allée, je ne sais pas si c'était déjà allé en Guyane, mais c'est une région assez tropicale avec une forêt très riche, une biodiversité très riche et des régions marécageuses. Donc, c'est vraiment un pays, d'un point de vue écologique, extrêmement riche. Mais malheureusement pour eux, il y a aussi beaucoup d'or là-bas en Guyane. Et donc, il y a une volonté de vouloir exploiter cet or. Donc, pour exploiter l'or, ils ont rasé la forêt. Déforesté. Toujours peur maintenant que c'est enregistré. C'est un peu loin du micro. Ils ont déforesté massivement cette zone marécageuse. Et donc, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le fait d'ouvrir le milieu. En fait, les oiseaux piscivores sont devenus beaucoup plus efficaces. C'est plus difficile pour eux de chasser. La forêt, les marécages étaient recouverts d'arbres. Et donc, ils ont pu attraper beaucoup plus de poissons. Poissons qui se nourrissaient de certains petits invertébrés, qui eux-mêmes sont une niche pour Mycobacterium ulcerans. Alors, l'exploitation de l'or, ça donne aussi beaucoup de pollution en métaux lourds et d'acidification des milieux. Or, cette bactérie, la Mycobacterie ulcerans, elle se plaît bien dans les milieux beaucoup plus acides, elle se divise plus, elle prolifère plus. Donc, c'est un petit peu c'est la même chose qu'avec le Nipah. Quand on parle d'émergence de pathologies infectieuses, le virus Nipah était déjà là. Il était déjà là, à bas bruit. Il y avait quelques chauves-souris qui étaient dans leur forêt, bien tranquilles, et porteuses du virus Nipah, mais ils ne donnaient pas de problème. Donc, ce n'est pas un virus qui est apparu comme ça, d'un claquement de doigts. Ce que l'homme a créé, c'est des conditions d'émergence de ce pathogène, du fait qu'il va être beaucoup plus prévalent chez la chauve-souris et puis chez l'homme. Ici, c'est pareil. Mycobacterium ulcerans, elle était déjà là dans ces zones marécageuses où les gosses avaient l'habitude de se baigner. Ce que l'homme va faire, c'est en modifiant l'écosystème et en le simplifiant, en fait, et en favorisant une espèce au détriment des autres. Mycobacterium ulcerans va donc proliférer de manière majeure, et les gosses, une fois qu'ils vont se baigner, pour peu qu'ils aient une petite plaie, la mycobactérie, elle rentre et elle donne ce genre de dégâts. Et donc, je reprends cette petite phrase qui est issue du livre La fabrique des pandémies, où il parle de l'impact de la biodiversité. En fait, la biodiversité, elle protège par rapport à l'émergence de pathologies infectieuses. C'est la destruction, la réduction de la biodiversité au profit de certains pathogènes qui va causer le danger. Donc, ce n'est pas la biodiversité qui est dangereuse, mais ce qu'il en reste lorsque les activités humaines l'ont réduite. Petite phrase donc tirée de ce bouquin.
Et c'est aussi très très bien expliqué dans cet article publié dans PNAS de mémoire assez récemment, si jamais vous voulez aller creuser un peu ce sujet. Ouais. Tu parles surtout des enfants qui sont touchés. Ouais. Pourquoi en particulier les enfants, ou est-ce que finalement ça touche les adultes? Je pense que ça touche plus particulièrement les enfants. Je pense pour une question d'immunité, où on est souvent plus sensible la première fois où on rencontre un microbe. C'est un peu la même chose avec la malaria en Afrique, surtout les enfants qui meurent de la malaria, très peu les adultes. Parce qu'une fois qu'on a rencontré le microbe et qu'on n'en est pas mort, c'est l'immunité qui fait qu'on est relativement protégé. Donc je pense que les adultes ont probablement déjà rencontré le microbe, certains d'entre eux, et ont développé une certaine immunité, une tolérance, en tout cas à la maladie, ce n'est pas le cas des enfants. Et donc si on en revient sur cette image, ben, en effet, il y a des hotspots. Et ces hotspots, ils sont liés d'une part à la croissance démographique, vous l'avez dit, d'autre part à la déforestation, à la fragmentation de la forêt, vous l'avez dit aussi, à l'intensification des élevages, de l'agriculture, qui suit souvent la croissance démographique, et puis à l'intégration dans le marché global, la mondialisation, l'exportation, notamment de denrées alimentaires, comme je vous l'ai montré avec le virus Nipah. Dans le cas de bas, c'est vraiment le commerce international de viande qui a provoqué finalement de nouvelles émergences en Inde et ailleurs, en Malaisie, où c'est aussi directement les contacts humains-humains. Non, c'est ce qui se passe maintenant en Inde, au Bangladesh, c'est lié à la déforestation sur place, à l'élevage dans des mauvaises conditions sur place. C'est les mêmes conditions en fait qu'il y a en Malaisie, mais là-bas, plus que l'exportation de la viande, maintenant ils font quand même un peu plus gaffe, je crois, avant d'exporter la viande. Mais sur la précédente dia, on voyait que l'Europe n'est pas en rêve, point de vue hotspot. Qu'est-ce qui justifie que chez nous, ça explose pas? En fait, c'est pas les mêmes maladies émergentes. Donc, en effet, la première à me poser la question, pour la prochaine fois, je dirais d'office. Le problème ici en Europe, en Amérique du Nord, dans les régions à haute densité de population, en fait, ici aussi du côté de Mexico, c'est plus. Donc, c'est pas des virus ou des bactéries comme l'ulcère de Buruli, Nipah, SARS-CoV-2. C'est des bactéries multirésistantes, en fait, qui sont aussi placées dans l'émergence de pathogènes à problème. Et c'est lié, du coup, à un usage massif d'antibiotiques. Pas tellement chez l'homme, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais surtout chez l'animal. C'est à peu près 90% des antibiotiques, c'est pas nous, plutôt les éleveurs et les vétérinaires. Quoi. Donc il y a encore un peu du boulot à faire de ce côté-là aussi. Ouais. Je crois que l'Amérique du Sud est très peu touchée, mais c'est attendu à voir le Brésil, par exemple, un peu plus jaune roux. Ouais. Peut-être moins de densité de population, moins de densité. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on cherche. Je ne sais pas à quel point les équipes de recherche sont implantées en Amérique du Sud. C'est peut-être qu'en fait, c'est aussi un hotspot, mais qu'on ne le sait juste pas, parce qu'on ne cherche pas, on ne surveille pas. Ouais. Notamment aussi depuis SARS-CoV-2, mais même avant, il y avait déjà pas mal de surveillance, mais ça a été intensifié en Afrique. Il y a de plus en plus de problèmes de surveillance. Et d'ailleurs, je discutais un peu avec Simon, ça se rapproche un peu la thématique de recherche et les doctorants que tu vas voir. Ça rentre aussi dans ce cadre-là d'épidémiologie, de surveillance de ce qui se passe en Afrique. Et on collabore avec eux, notamment pour des raisons aussi historiques, de colonisation. Et je ne sais pas dans quel cadre, il y a peut-être moins de recherches qui sont. C'est une hypothèse, le nom, j'en sais rien. En fait, ça, c'est la situation réelle, c'est pas tiré d'un modèle qui dépend de différents facteurs, notamment de la démographie, et qui va prédire plus ou moins les zones. De mémoire, ça fait longtemps que j'ai plus relu cet article, mais je pense que c'était une situation, en effet, telle qu'elle est connue et pas telle qu'elle est prévisible ou telle qu'elle est. On pourrait imaginer qu'elle soit en tout cas sur base de différentes études. Dans le cours, on a vu, si ça t'intéresse, on a vu des modélisations, notamment prédictives, plutôt avec des facteurs qui peuvent croiser. Des cartes. Alors, les zoonoses en Belgique, au départ, d'ailleurs, Simon m'a demandé de parler de la maladie de Lyme.
j'avais envie de parler aussi d'autre chose, mais on va quand même tout parler aussi de la maladie de Lyme, mais pas que. Alors, les zoonoses, elles sont classées de manière différente, soit par type d'agent causal. Donc, les zoonoses, il y en a un paquet. En gras, là, c'est celle, j'aime bien que les étudiants en médecine, il y en a qui les connaissent, puisqu'elles sont assez fréquentes, notamment la fièvre Q, maladie par griffote de chat. Tout médecin va en voir dans sa vie, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fait. D'ailleurs, ça se manifeste souvent par une adénopathie, donc un ganglion très gonflé, rouge, souvent chez les gens qui ont adopté un petit chaton et qui se sentent un petit peu griffés. C'est souvent pas très très grave, sauf chez l'immunodéprimé. La maladie de Lyme, clairement, c'est la plus connue pour diverses raisons, pas toujours de bonnes raisons, peut-être en dire un petit mot. Et donc, il n'y a pas que des bactéries, il y a des virus, notamment l'antavirose, qui est assez fréquente ici en Belgique, des parasites, la toxoplasmose, très fréquente, tout le monde connaît, notamment parce que ça donne des gros problèmes chez la femme enceinte, pas pour la femme elle-même, mais pour le bébé. Et puis des mycoses ou des prions, dont on parle un petit peu moins maintenant. Donc, on les classe par agent pathogène, on peut aussi les classer par mode de transmission directement. Donc, une transmission directe du chat vers l'homme, par exemple, pour la maladie par griffade de chat. Je vous ai dit, on se fait griffer, hop, le microbe pénètre sous la peau et va se loger dans un ganglion. Ou une transmission indirecte par des vecteurs. Et ça, c'est le cas notamment pour diverses maladies comme la maladie de Lyme. Alors, les vecteurs, il y en a tout un tas. Il y a notamment les fameuses tiques, les phlébotomes, un peu moins connus, et forcément les moustiques. Alors les voici. D'habitude, quand je donne certaines interventions sur tout ce qui est One Health, réchauffement climatique, on me demande toujours de parler plutôt des moustiques, notamment les moustiques du genre Aedes, et plus précisément Aedes albopictus. Quelqu'un connaît un synonyme pour Aedes albopictus? Beaucoup plus connu. Oui, absolument, le fameux moustique tigre, on parle quasiment plus que de ça, j'ai l'impression, et de l'envahissement du moustique tigre en Europe, de son établissement en tout cas en Europe. Le moustique tigre, donc, il transmet dengue et chikungunya notamment. Et puis alors, il y a d'autres types de moustiques, notamment le moustique culex qui est responsable du virus West Nile. On travaille pas mal là-dessus avec la fac VT pour le moment. Et puis alors, on a les fameuses tiques. Alors pourquoi on me demande généralement plus de parler des moustiques que des tiques? C'est que quand on parle de vecteurs, en fait, le moustique, c'est l'animal qui tue le plus de monde sur Terre. Hein. On parle à peu près 725 000 morts par an, chaque année, dont 600 000 pour une seule maladie, qui est la malaria, absolument. Mais quand même 125 000 liés à d'autres maladies, notamment la dengue qui est en train d'exploser à la faveur du réchauffement climatique. Puis vous voyez, il y a d'autres vecteurs qui sont assez populaires assez efficaces en termes de mort, en tout cas, notamment certaines mouches ou certains escargots d'eau douce pour la schistosomiase. Mais la tique n'apparaît pas sur ce graphique. Donc peut-être pour ça généralement on insiste plus sur le fameux moustique tigre. Donc ça, c'est le moustique tigre. Je voulais quand même juste 2-3 dias là-dessus, parce que je les trouve super... je trouve assez passionnante, et ça vaut aussi en fait pour d'autres vecteurs, notamment pour les tiques. Le moustique tigre en 2004 en France, et on ne le trouve que dans ce département-là. Et puis ça, c'est 2010, 2016, 2022. Donc quand on parle d'un envahissement du moustique tigre, je dis que ce n'est pas une bulle d'esprit, hein, ce n'est pas pour faire peur, même si la presse, c'est vrai, ils aiment bien d'insister là-dessus. Il y a vraiment une migration vers le nord dans l'établissement du moustique tigre, c'est vrai, une migration vers des latitudes plus élevées, c'est vrai aussi pour des altitudes plus élevées dans des pays où il fait déjà très très chaud. On va leur ajouter la Belgique sur la vie. Alors, ça vient. On est tout en train. Donc, en effet, les pays où le moustique tigre est établi, c'est ceux en rouge, et donc la Belgique, depuis 1 an ou 2, est en rouge, puisque le moustique tigre passe l'hiver chez nous, maintenant, il est retrouvé d'année en année dans les mêmes villages, près de la région bruxelloise notamment, mais bon, on l'a retrouvé là, mais on peut déjà supposer qu'il est à peu près partout en Belgique, et s'il est partout en Belgique, il est forcément aussi au Luxembourg, probablement aux Pays-Bas. Donc en fait ici, c'est pas ça, c'est ce qu'on connaît, mais probablement qu'il est déjà même encore un petit peu plus haut. Mais donc en effet, le moustique tigre est déjà établi en Belgique.
Sans doute que la différence entre Flandre et Wallonie, c'est des reportings différents par des organismes différents. Je pense qu'il y a des. Ben, Est-ce qu'il y a des raisons de penser qu'il y a des différences? Également, parce que la Flandre apparaît en rouge, peut-être juste pour un reporting plus précis. mais il y a quand même un programme qui est, où ils collaborent Flandre, et ça s'appelle Moustique Surveillance, et je parle pas très bien néerlandais, mais c'est, ils ont l'équivalent en néerlandais, où en fait il y a des hotspots où ils vont capturer des moustiques. Et l'hotspot, c'est quoi? C'est les aires d'autoroute notamment, puisque comme les moustiques voyagent par camion notamment, ou dans le coffre de voiture, ou alors dans les cimetières, où les moustiques prolifèrent dans les cimetières, puisqu'il y a des vases en fait avec de l'eau stagnante, pas de prédateurs pour les larves. Et donc le moustique prolifère là-bas, ou dans des usines de pneus, où pareil, l'eau en fait stagne dans les pneus. Et donc il y a comme ça des hotspots où les moustiques peuvent vraiment proliférer. Et donc il y a une surveillance de ce point de vue-là, et puis une surveillance où l'État, Sano en l'occurrence, nous demande à nous, si jamais on voit un moustique tigre, de prendre une photo, d'envoyer, et puis ils viennent chez vous, faire une capture, identifier, confirmer que quoi. Donc c'est assez élaboré. Et puis, comme toujours, une fois qu'ils ont identifié une zone où il y a du moustique tigre, ils viennent et ils bazardent des insecticides partout. C'est vrai pour Nipah avec les cochons, on tue tout le monde. C'est vrai, la brucellose, on abat des bouquetins dans les Alpes non-stop pour éradiquer la brucellose. C'est vrai que la lectospirose, on éradique les ragondins un maximum pour être sûr qu'il n'y a pas trop de lectospirose. C'est vrai aussi pour les moustiques. Et franchement, je trouve ça assez amusant ou triste. C'est très bien ce qu'il faut dire de voir à quel point systématiquement, la réaction, c'est l'élimination du vecteur ou de la population d'animaux domestiques ou sauvages qui serait le responsable de l'émergence de ces pathologies, alors que de nouveau, le réchauffement climatique, on sait bien que l'homme est quand même responsable en très grande partie. Donc voilà pour le moustique tigre. Alors, est-ce que le moustique tigre, une fois qu'il est établi, il va forcément mener à une transmission de pathologies? Il faut déjà pas mal de moustiques et il faut aussi qu'ils soient relativement fixes. Donc, c'est pas si évident que ça. Peut-être que le moustique tigre en Belgique, bon, il vole un petit peu moins vite, il pique moins facilement, parce que bon, il fait quand même un peu froid. En fait, en France, il y a déjà des cas de transmission autochtone de maladies qui étaient considérées auparavant comme exclusivement tropicales, à savoir la dengue. Donc en 2023, il y a eu des cas autochtones. Donc on parle bien de, c'est pas des gens qui ont été en voyage, je ne sais où, pour soit le boulot comme Simon, ou pour aller à la plage en Thaïlande. C'est vraiment des gens qui ont attrapé la dengue à Paris. Donc ça arrive vraiment. C'est la petite parenthèse moustique. Et là, je ne respecte rien de ce que Simon m'avait demandé. Je n'ai toujours pas parlé de maladie de la vie. Mais donc, on va aussi quand même parler un petit peu de tiques. Et pour ça, on va prendre l'histoire d'Éric qui est scout, qui est donc particulièrement exposé à la maladie de Lyme, forcément. Mais avant ça, je voulais vous poser une question. Savez-vous me citer, à part la maladie de Lyme, c'est un peu facile, une maladie transmise par les tiques? Ouais. Encéphalite. L'encéphalite tout court, c'est un peu léger, mais en effet, l'encéphalite, ouais, tout à fait. La brucellose, c'est pas eux qui sont vecteurs également? Brucellose, peut-être, mais c'est pas un grand classique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a plein de maladies qui sont transmises, dont la tique est le vecteur, mais c'est même pas encore connu. Et c'est la même chose pour les moustiques. Et c'est la même chose pour les réservoirs. Donc, nous, on travaille pour le moment sur West Nile, mais chaque année, il y a des espèces animales qui sont identifiées comme étant un réservoir du virus West Nile. Ce n'était pas connu avant. Donc, peut-être la brucellose, mais a priori, ce n'est pas hyper connu. Mais par contre, vous voyez que les tiques sont responsables quand même de transmission d'un grand nombre de pathogènes, y compris des trucs pas si rares que ça, puisque Bartonella, on en a parlé, c'est la bactérie responsable de la maladie par griffade de chat. Ça peut aussi être transmis par les tiques. Fièvre Q, pareil. La tularemie, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, on en parle plus souvent via les rongeurs, notamment, qui sont un réservoir très connu, mais ça peut aussi être transmis par les tiques. Donc il y a quand même pas mal de pathologies qui peuvent être transmises par les tiques, notamment la maladie de Lyme. Alors ceci, donc c'est notre brave petit scout Eric qui a été piqué par une tique, et puis quelques jours après, il a fait ce qu'on appelle un érythème migrant, donc c'est la manifestation la plus fréquente de la maladie de Lyme. C'est une rougeur qui va s'étendre et qui va devenir plus claire en son centre, donc ça prend un aspect
de cible, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, je me permets d'insister là-dessus, même pour vous, c'est que le risque d'avoir une maladie de Lyme après une morsure de tique, c'est hyper faible. Donc, qui dit morsure de tique dit pas d'antibiotiques. Chez nous, en tout cas, il y a des régions du monde où c'est faux. Qui dit piqûre de tique dit antibiotiques parce que le risque est beaucoup, beaucoup plus élevé. La proportion de tiques infectées par Borrelia est beaucoup plus élevée. Dans certaines régions aux États-Unis, directement après une piqûre de tique, ils mettent d'office des antibiotiques pour éviter que la maladie ne se développe. Mais ici, c'est faux. Donc, vous qui allez être piqué probablement par des tiques, je ne vais pas dire que vous arrivez quand même un petit peu. Pas d'antibiotiques, s'il vous plaît, après. Alors, donc, la maladie de Lyme se déclare chez toute personne ayant été mordue par une tique. Vous savez donc que c'est faux. Environ 1% des individus mordus seront contaminés. Voilà, vous n'avez pas droit à la bonne réponse. Donc, la vraie, ça c'était vrai. Donc, seulement 1% à peu près des individus piqués vont être contaminés. Alors, si vous retirez la tique tout de suite, il n'y a pas de risque. Donc, il faut qu'elle soit restée accrochée. Généralement, on dit minimum 12 heures, c'est vraiment le tout grand minimum. Mais souvent, on dit au moins 24 heures pour considérer qu'il y a réellement un risque. Et donc, il y a un risque si on est mordu que si la tique est infectée, c'est déjà rare. Et en plus, si vous ne l'avez pas enlevé, alors que généralement, ça chatouille. En fait. Pour ceux qui ont déjà été piqués par la tique, on finit quand même par se gratter et à la retirer avant qu'elle ne devienne une tique obèse. Alors, l'épidémiologie, il y a une saisonnalité dans la maladie de Lyme, ce qui est très logique, puisque les tiques, là, pour l'instant, en décembre, elles ne sont pas hyper actives. Et vous non plus. Et si vous allez vous balader dans les bois pour l'instant, probablement que vous allez mettre un pantalon, vous n'allez pas y aller en short, sauf pour les plus courageux. Mais donc, clairement, il y a une saisonnalité et on voit des maladies de Lyme sous la forme aiguë, en tout cas, pratiquement uniquement de juin à octobre. Et on voit que ça change avec le réchauffement climatique. C'est plutôt maintenant de mai à octobre-novembre. Mais donc, se faire piquer par une tique en février, ça n'a pas beaucoup de... C'est peu probable, oui. Ouais. Sachant qu'il y a quand même un temps assez long entre la morsure et le moment où on peut les excès, mais c'est pas. Alors, ça dépend de la forme. Donc là, je vais y venir. Donc, la forme précoce, l'érythème migrant, ça, c'est 3 à 30 jours après la morsure. Donc, si vous chopez quelque chose qui ressemble à ça au mois de février, c'est pas une maladie de Lyme, d'accord? C'est juste pas possible. Par contre, au mois de juillet, suite à une piqûre de tique, si vous avez ça, c'est quasi sûr que c'est une forme précoce de maladie de Lyme. Alors, le problème de la maladie de Lyme, c'est pas tellement cette forme cutanée qui se soigne super facilement avec une dizaine de jours d'antibiotiques. C'est plutôt si on passe à côté du diagnostic, alors ça va évoluer probablement vers une forme secondaire, voire tertiaire. Alors, ce n'est pas très utile pour vous, mais j'insiste là-dessus auprès des futurs médecins. Au stade très précoce, en fait, l'individu n'a pas encore fabriqué les anticorps. Et comme le diagnostic, c'est fait sur une base d'une sérologie, je ne sais pas si ça vous parle, mais on mesure les taux d'anticorps. Comme l'individu n'a pas encore eu le temps de fabriquer les anticorps, forcément, ce test est négatif. Et donc, il ne faut surtout pas faire de prise de sang à ce stade-là, puisqu'elle va être négative. Donc, c'est un diagnostic clinique. Vous voyez ça, après une piqûre de tique, c'est antibiotique. Si vous ratez votre diagnostic, ou si vous avez été piqué, vous avez fait un érythème migrant, vous êtes négligent, vous n'êtes pas allé chez le médecin, vous n'avez pas pris d'antibiotiques, ou comme j'ai entendu à la radio ce matin, vous faites partie des 4 personnes sur 10 qui évitent d'aller chez le médecin parce que malheureusement c'est un peu trop cher, vous allez risquer d'évoluer vers le stade secondaire qui survient un petit peu plus tard. Donc là, l'érythème migrant il va potentiellement disparaître, ou alors vous allez en avoir plusieurs à différents endroits de la peau. Et ce que vous allez développer très fréquemment, c'est des manifestations neurologiques, une méningite subaiguë, hein, c'est pas une méningite foudroyante comme on peut avoir avec un méningocoque ou un pneumocoque. C'est une méningite qui va évoluer sur des jours ou des semaines. Et l'atteinte la plus fréquente, c'est aussi une atteinte du nerf crânien numéro 7, c'est le nerf facial. Donc ça donne une paralysie en fait de la face, qui est le plus souvent une demi-face paralysée. Vous allez avoir la commissure labiale qui tombe un peu d'un côté. Si vous rigolez, vous allez sourire en fait que d'un seul côté. Ce qu'on fait aussi parfois quand on examine les gens, on leur demande de gonfler les joues. Ça gonfle que d'un côté. Donc, il y a vraiment une demi-face qui est complètement paralysée. Parfois, c'est des deux côtés.
Si c'est des deux côtés, c'est hyper facile de faire le diagnostic de maladie de Lyme. Il n'y a quasi que ça qui donne une paralysie faciale des deux côtés. Si c'est que d'un côté, il y a notamment différents virus qui peuvent donner ça aussi. Bon, imaginons que vous soyez vraiment très négligent, ou pas de bol, vous n'avez pas fait d'érythème migrant, qui est pourtant très fréquent, vous n'avez pas fait non plus d'atteinte secondaire. Bah là, je vais passer ça. Là, ça aussi, vous allez alors développer potentiellement une infection tardive, le stade tertiaire, et c'est celui-là en fait qui fait très très peur aux gens, et c'est celui-là qui est responsable du fait qu'on parle beaucoup de la maladie de Lyme. À ce stade très tardif, on peut développer des manifestations articulaires, donc des arthrites, ça se met dans les articulations, en fait, qui deviennent rouges, chaudes, gonflées, c'est assez douloureux. Ça peut se mettre aussi au niveau du cœur, donc ça fait potentiellement très peur. Et ça peut donner une atteinte des nerfs, ce qu'on appelle une polyneuropathie. PNP, c'est une polyneuropathie. Et quand on a les nerfs touchés, ben, on peut avoir des pertes de force, des troubles de la sensibilité, enfin aussi des douleurs liées à ça. Et donc, on a énormément de gens qui viennent nous voir en consultation pensant avoir une maladie de Lyme parce qu'ils ont mal partout, parce qu'ils sont très fatigués. Et c'est ça qu'on appelle la maladie de Lyme chronique, qui en fait n'existe pas. Mais qui remplit nos consultations, malheureusement, d'infectiologues, et qui est assez populaire sur les réseaux sociaux, malheureusement. Donc, tout ça pour vous dire que ça, c'est un vrai problème, mais malheureusement, chez uniquement une minorité de personnes qui ont réellement été exposées à la maladie. Ouais. Donc, c'est possible d'attraper la maladie sans développer la forme précoce Ouais. de la tache chauve. C'est 90% des personnes qui font une forme précoce, il y a 10% des gens qui font rien. Donc, ils sont piqués, Borrelia est transmis, la bactérie est transmise, mais il n'y a pas d'érythème migrant. Et alors, est-ce que le stade 2 et 3, est-ce qu'ils peuvent se développer après 10, 15, 20 ans? Ouais. Ça peut être dormant. Et puis, Ouais. Donc, c'est une évolution qui est lente. Souvent, le stade secondaire, on parle de semaines ou de mois. Sachant que la majorité des gens qui sont piqués, qui n'ont pas fait d'érythème migrant, malgré qu'ils sont infectés, donc les 10% qui n'ont pas fait d'érythème migrant, il y en a quand même qu'une minorité qui va évoluer vers ce stade-là. La majorité, ils ne vont rien faire du tout. Le système de défense, il ne fonctionne pas trop mal. Il va éliminer les microbes ou contrôler, ils ne vont rien faire du tout. Donc, on parle d'une minorité de gens qui sont infectés après une piqûre de tique. Encore une plus petite minorité qui n'ont pas fait d'érythème migrant. Et dans cette minorité, il y a une minorité qui va faire ce genre de problème. Donc, en fait, c'est quand même peu de gens. Donc, est-ce que vous êtes en train de dire qu'on fait un peu une psychose sur cette maladie? Ouais. Je ne dis pas que ça n'existe pas, il y en a. C'est clairement surévalué. Ouais. Par exemple, en Belgique, on a combien de cas par an d'infection en stade 3? Stade 3, à mon avis, en Belgique, ça doit être quelques centaines. Des milliers de ce stade-ci. Peut-être entre des centaines et des milliers, comme je disais, la méningite et l'atteinte des nerfs crâniens, ça reste quand même, c'est un truc que je vois chaque année. Ça, c'est beaucoup plus rare, quoi. Notamment la manifestation cutanée acrodermatite chronique atrophiante, c'est-à-dire ça, j'ai jamais vu que des photos, quoi. J'ai jamais vu en vrai. L'arthrite de Lyme, c'est hyper rare aussi. Franchement, on a vu très peu. Aux États-Unis, ils en ont plein. Nous, on en a vraiment relativement rarement. Et ce qu'on a énormément, par contre, c'est des gens qui viennent, ils n'ont pas une arthrite. Donc, dans l'arthrite, il y a le hic de l'inflammation. C'est rouge, c'est chaud, ça fait mal. Les gens qui viennent nous voir pensant qu'ils ont une maladie de Lyme, c'est pas rouge, c'est pas chaud, c'est pas gonflé, ils ont mal. Ils ont vraiment quelque chose. Mais qui n'est pas une arthrite de Lyme. La question, d'ailleurs, on voit un peu celle que je t'avais posée sur le graphique du nombre de cas, finalement, qui sont diagnostiqués quand, enfin, et du coup, ces nombres de cas annuels donnés par Sensano, typiquement, c'est tous les cas mis en place. Alors, les différents stades. cas annuels donnés par Sensano, c'est très compliqué de valider ces chiffres-là, parce que le diagnostic se fait sur base d'une sérologie, donc des anticorps, qui malheureusement, le test au début, il y a énormément de faux négatifs. Donc là, on pourrait se dire qu'il y a une sous-estimation probablement du nombre de cas précoces. Mais par contre, il y a beaucoup de faux positifs sur ces cas-là. Et là, on pourrait se dire qu'il y a une surestimation peut-être du nombre de cas de stade 2 et de stade 3.
Donc, ça à prendre avec des pincettes, les chiffres donnés par Science Annonce, c'est pas exactement ce qui se passe réellement. Est-ce qu'on a pu mettre en évidence que certaines populations de tiques sont plus porteuses ou pas du tout? Ouais. Donc, dans les tiques, il y a plus de 650 espèces de tiques décrites au monde. Il y a des tiques molles, des tiques dures. Je sais pas si ça vous parle. J'ai découvert ça en préparant un cours sur la maladie de Lyme. Et donc, il y a des espèces de tiques qui sont plus prévalentes dans certaines régions du monde et qui sont d'ailleurs affectées de manière différente par le réchauffement climatique, qui sont plus performantes pour piquer certaines espèces réservoirs, notamment les rongeurs, les oiseaux ou les populations de cervidés. Et donc, en fait, il y a une complexité inouïe dans la transmission de la maladie de Lyme et la transmission d'autres pathologies transmises par les tiques. Quand on parle des tiques, en fait, ça n'a aucun sens. Il faudrait parler de certaines espèces plus précises de tiques. Comme pour les moustiques, on parle de Aedes albopictus, on parle d'Aedes aegypti. On commence là maintenant à mieux comprendre comment ces moustiques fonctionnent et l'impact du réchauffement climatique sur les différentes espèces de moustiques, il est aussi très, très différent. Du coup, les manifestations tardives, ce sont celles-ci. Alors, je voulais dire un petit mot, donc la maladie de Lyme, c'est aussi considéré comme une maladie émergente, puisqu'en fait, l'identification du microbe, c'est 1975, donc c'est quand même pas si vieux que ça, dans un village qui s'appelle Lyme, qui est situé dans le Connecticut, ici en Amérique du Nord. Il y a énormément de maladies de Lyme. Alors, ça a été découvert en 1975, c'est une maladie émergente, mais en fait, qui était là aussi, c'est un peu comme une passe, un peu comme les autres, c'était là depuis bien longtemps. Et c'est seulement maintenant qu'on est en train de se rendre compte que ça prend des proportions un peu plus importantes. Et donc, la première personne qui a été infectée par la maladie de Lyme a vécu à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. Et son cadavre, cette momie, pas très bien ce qu'il faut dire, a été conservé dans des glaciers, dans un glacier en fait du nord de l'Italie. Et donc, on sait que cette personne avait un groupe sanguin de type O, qu'il avait des facteurs de prédisposition aux maladies cardiovasculaires, et on sait aussi qu'il était infecté par Borrelia. Donc, c'est le premier individu infecté par Borrelia et qu'on a retrouvé ici et qui est maintenant exposé dans un musée. Est-ce qu'on sait comment il s'appelle? On lui a donné un nom, Iceman tyrolien. Donc, en effet, il a un nom. Alors, qu'est-ce qui va faire que la maladie de Lyme va vraiment être une maladie maintenant qui est émergente et dont on parle beaucoup? Pour comprendre l'impact du réchauffement climatique, je préfère d'ailleurs parler de changement climatique plutôt que de réchauffement, c'est très important, puisque le régime des précipitations, ça impacte aussi énormément les maladies infectieuses, qui sont transmises par les moustiques d'ailleurs, qui ont besoin d'eau pour se reproduire, ou les tiques qui sont extrêmement sensibles à la sécheresse. En fait. Donc, dans les pays où il y a de plus en plus de sécheresse, il y aura probablement moins de tiques. Elles ont besoin d'humidité pour survivre. Quand il fait trop sec, elles s'enterrent, elles se mettent sous la terre et du coup, elles ne vous piquent pas. C'est uniquement qu'il y a suffisamment d'humidité qu'elles peuvent sortir de terre et à ce moment-là, reprendre une activité plus importante. Alors, les tiques, elles piquent des réservoirs. Donc, ce qu'on appelle, il y a des espèces qui sont des espèces réservoirs, c'est-à-dire que la bactérie prolifère très bien chez ces individus et on retrouve une quantité de bactéries qui est importante dans le sang de ces animaux. Si bien que quand la tique va les piquer, elle va ponctionner du sang, se nourrir pour grandir, mais elle va aussi ponctionner et s'infecter avec Borrelia et plus tard pouvoir transmettre à d'autres espèces, notamment l'homme. L'homme n'est pas une espèce réservoir. Pourquoi? Nous, on est uniquement une victime de Borrelia. On peut développer la maladie, mais Borrelia ne va pas proliférer suffisamment au sein d'un homme que pour pouvoir, après, si une tique nous pique et qu'elle n'est pas encore infectée, elle ne va pas s'infecter en piquant un homme. D'accord? Il n'y a pas assez de Borrelia dans notre sang et pour que la tique, quand elle nous pique et qu'elle fait un repas de sang, elle n'arrive pas à s'infecter. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un hôte accidentel ou un hôte terminal, puisque l'infection s'arrête. Et à l'inverse, il y a des hôtes réservoirs, notamment les populations de rongeurs, mais aussi les populations d'oiseaux. Et donc, le réchauffement climatique, il va impacter quoi? Il va impacter les tiques, 650 espèces de tiques, de manière différente, mais il va impacter aussi tous les autres réservoirs de manière très différente. Alors, il y a des rongeurs, mais aussi des oiseaux. Le réchauffement climatique va évidemment impacter la manière dont certains oiseaux même migrent. Et donc, vous imaginez qu'en fait, intégrer et pouvoir prédire l'impact du changement climatique sur la maladie de Lyme, c'est extrêmement complexe, puisque ça nécessiterait de prendre en compte l'impact sur toutes ces populations d'animaux réservoirs,
en plus de prendre en compte l'impact sur les tiques elles-mêmes. Alors, ce qu'on sait, c'est que les tiques, elles n'aiment pas le froid extrême. En dessous de -10, -12, elles claquent. Et donc, c'est pour ça qu'on ne la retrouve pas dans des latitudes extrêmement au nord. Et elles sont aussi, comme je l'ai déjà dit, très sensibles à la dessiccation, si bien que les épisodes de sécheresse peuvent parfois être assez néfastes pour les populations de tiques. Alors, ce qu'on peut dire des populations de tiques, ici, c'est une carte de Suède. Vous voyez que dans le sud de la Suède est assez touchée dans les années 80, mais plus on va vers le nord, moins on arrive à retrouver des populations de tiques. En l'occurrence, cette espèce qui est responsable de la transmission de maladies de Lyme. Mais déjà en 1990, vous pouvez voir qu'il y a une migration donc, vers le nord des tiques à la faveur du réchauffement climatique. Il y a vraiment une migration, une expansion en latitude et en altitude aussi vers des régions de plus en plus hautes. Et ceci, c'est très bien corrélé au fait que les températures moyennes sont élevées, mais surtout que les températures extrêmes qui tuaient les populations de tiques, donc le nombre de jours où il fait moins que -12 là-bas en Suède, il y en a de moins en moins. Vous pouvez voir que ce nombre de jours est réduit en fait à peau de chagrin, si bien que les populations de tiques peuvent maintenant survivre, y compris dans le nord de la Suède où auparavant il faisait trop froid pour que ces tiques puissent subsister. Ça, c'est l'impact sur la tique, mais comme je le disais, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut aussi s'intéresser aux réservoirs. Alors, en Amérique du Nord, le réservoir principal, c'est la souris à pattes blanches, qui se plaît très très bien aux États-Unis, dans la région des Grands Lacs là-bas aux États-Unis, et qui en fait est en train de migrer elle aussi à la faveur du réchauffement climatique vers le nord et envahit progressivement les régions de Québec, comme c'est montré ici. Mais ici, je pense que c'était plus un article sur des prédictions que sur vraiment des réels résultats. Lui prédisait que chaque année, la souris à pattes blanches migre vers le nord de 10 km. Et au fur et à mesure du coup, des années et des décennies, ils vont voir une expansion de cette souris réservoir de Borrelia vers le nord, notamment la région de Québec. Donc, pour synthétiser ce que je viens d'expliquer sur la maladie de Lyme et sur l'impact du changement climatique, je vais vous expliquer l'impact du changement climatique sur les forêts et l'habitat des réservoirs. Vous savez ça beaucoup mieux que moi. Et évidemment, donc, il y a un impact à prendre en compte sur les réservoirs hôtes, sur les tiques en elles-mêmes et sur l'homme, puisque les comportements se modifient aussi à la faveur du réchauffement climatique. On va dans les bois peut-être plus tôt qu'avant, dès le mois d'avril, mai, on va plutôt avoir tendance à aller se promener en short, alors qu'avant, il était peut-être un petit peu trop froid. Donc, en fait, simplement la période pendant laquelle on est en contact avec les tiques et augmente également. J'en suis. Ouais, c'est bon. Dans les plans. Il reste une petite demi-heure. Ouais, bon, j'aurai même moins que ça, je pense. Donc, alors, deuxième histoire, après celle d'Eric qui s'était fait piquer par une tique, c'est celle donc de Johnny. C'est un chasseur, un bon chasseur, ceux qui connaissent la petite vidéo. Et donc, il adore se balader avec son chien Roger. Alors, en plus de chasser, il picole sévèrement et il fume aussi un bon paquet de clopes par jour. Et donc, Johnny, il commence à tousser beaucoup, il perd un peu du poids, il se sent moins bien, il a mal dans l'épaule. Il va voir son médecin traitant. Il lui dit, bon, tu fumes comme un pompier, on va quand même faire une radio du thorax. Et il trouve cette énorme masse au niveau du poumon. Donc, un poumon normal, c'est le poumon droit. Ça, c'est le cœur ici. Et le poumon gauche, normalement, il y a de l'air. L'air, c'est en noir. Donc ici, toute cette énorme masse de faire un bon 10 cm, c'est pas normal. Et alors ici, vous avez le foie qui, normalement, ne remonte pas aussi haut. Donc le foie, il devrait être là. Donc il y a un foie énorme. Le médecin traitant lui dit, bon, Roger, finis la chasse, tu as un cancer du poumon. Et en plus, tu as une cirrhose. Il faut fumer, faut bu. Mais bon, on va quand même faire un scanner et là, il tombe sur un truc qui ne s'attendait pas du tout, à savoir une image où c'est pas tellement tumoral, c'est pas charnu comme image, c'est de la flotte en fait. Donc c'est un énorme kyste
qui se trouve au niveau à la fois du poumon et au niveau du foie. Vous voyez que là, il y a un kyste, il doit faire 15 bons centimètres. Hein. Quelqu'un a une idée de ce que c'est? Qui mange des fruits de bois? Ouais. Donc, c'est une échinococose dans sa forme kystique. Il y a plusieurs formes d'échinococose. En effet, ici, c'est la forme la plus fréquente. C'est pas quelque chose qu'on voit si rarement que ça. Ça aussi, on voit des cas chaque année ici en Belgique, même s'il y en a beaucoup plus du côté de la Turquie ou en Asie centrale, en Afghanistan notamment. Il y a énormément d'échinococose. Ici en Belgique, il y en a beaucoup moins, mais c'est en train de monter, comme beaucoup de zoonoses d'ailleurs. C'est une pathologie qui est en train d'être de plus en plus fréquemment diagnostiquée. Est-ce que c'est parce qu'on la diagnostique mieux ou c'est parce qu'il y en a plus? C'est pas encore très très clair. Et donc ici, c'est une zoonose qui est liée non pas à un virus comme Nipah, non pas à une bactérie comme la maladie de Lyme, c'est lié vraiment à un parasite, à un petit ver en fait, hein, du genre de la même grande famille que les ténias, c'est beaucoup plus petit, c'est microscopique. Et alors, comment est-ce qu'on se contamine? On se contamine le plus souvent soit directement via les animaux domestiques, ceux qui laissent leur chien manger dans leur assiette et puis ils continuent de manger après, ou qui se prennent des grosses léchées sur le visage. On peut avoir une contamination comme ça directe. Le plus souvent, c'est une contamination indirecte, à savoir les animaux domestiques ou le renard, qui sont affectés, vont uriner sur des petits fruits ou dans le potager, tout simplement. Ceux qui ont un potager ou qui auront un potager plus tard, il y a un plus grand risque de se chiquer une échinococose en consommant après des aliments qui n'ont pas forcément été nettoyés. Les petits rongeurs se contaminent de la même façon, rongeurs qui sont mangés par le renard, du coup ça affecte de cette façon-là, et c'est comme ça que le cycle se perpétue. Est-ce que les vaches et les chevaux sont aussi porteurs? Je ne sais pas. C'est pas hyper. Je pense pas que ce soit des réservoirs qui sont hyper bien décrits. Parce que bon, il y a beaucoup de fumier de spécial, surtout sur les potagers. Il y a un risque qu'ils soient porteurs, ça vaut la peine de le savoir, quoi. Probablement. Ça doit être connu, hein, parce que c'est une maladie qui est fort étudiée, pas tellement, enfin, un peu moins chez nous, mais dans certaines régions du monde, c'est très très étudié. Je pense pas que les mammifères, tu me diras si l'homme prendrait des risques quand te répondre. Donc, je préfère me taire. J'irai voir et je peux éventuellement envoyer un petit mot à Simon, c'est une bonne question. Les méthodes sont faites bouffer par un renard, du coup il y a du renard qui crève. Et du coup, j'envisage quand même sérieusement en t'écoutant passer d'un potager à des bacs à peu. Ouais, moi j'ai un potager immense, mais si tu laves un peu tes trucs. C'est lavé ou c'est cuit à 100 degrés pendant un certain temps? Non, je crois que déjà lavé, tu n'élimines peut-être pas 100% des microbes, mais tu réduis la charge microbienne. Tout ça, c'est toujours une question de charge microbienne qui peut être élevée, mais que tu peux déjà diminuer. Tu réduis déjà, à mon avis. Et moi, j'avais en tête que j'ai de cuisson pendant un certain temps. Si tu veux stériliser carrément ton truc, oui. T'as plus de binaire. À ce moment-là, tu cuisines toute ta. Ouais, voilà, exactement. Tes légumes. Faut accepter une petite part de risque. C'est pas très comique. C'est partie de la vie. Exactement. Donc, l'échinococose, c'est des formes pseudo-tumorales. C'est un peu ça le danger. C'est pour ça que j'en parle aussi aux étudiants en médecine, parce que souvent, ces patients-là sont référés en oncologie et pas tellement en infectiologie, parce qu'au départ, le diagnostic n'est pas fait. On pense beaucoup plus souvent à une tumeur. Ça se manifeste vraiment sous une forme pseudo-tumorale. Alors, je vais finir par Damien, qui est un passionné de photographie, qui notamment en milieu aquatique. Vous avez reconnu le martin pêcheur ici. Et donc, ce pauvre Damien qui passe un peu sa vie dans les rivières et les étangs, il va chez son médecin traitant qui a beaucoup de fièvre, 39, il a mal partout, il a mal au ventre, il a un peu de diarrhée. Et ce qui l'inquiète surtout, bon, jusque-là, il pensait au Covid ou à la grippe, mais quand il a commencé à avoir les yeux tout jaunes et même la peau devenir un petit peu jaunâtre, là, il s'est dit merde, il a probablement chopé un truc un peu plus sérieux. Vous pensez à quoi? L'hépatite. Ouais, l'hépatite, c'est clairement, c'est bien, tu as réussi ton examen d'infection à l'oral. Clairement, les hépatites,
Première chose à laquelle il fallait penser, hépatite A, B, C ou E d'ailleurs. Pratiquement toutes les hépatites peuvent donner un ictère par une atteinte du foie. Selon un voyage éventuel, on pourrait penser à une malaria ou à une fièvre jaune. Ou, vu le contexte clinique ici, il vous a posé quelques questions et vous a dit qu'en effet, il adorait se promener dans les bois à proximité des rivières notamment. Vous pensez peut-être à la leptospirose ou à l'antavirose. Alors la leptospirose, c'est la même famille en fait que la maladie de Lyme, c'est un spirochète. Pourquoi? Parce que c'est une forme comme ça spirale, d'où le nom de spirochète, ça se ressemble très fort. Et d'ailleurs, si vous faites une sérologie maladie de Lyme à quelqu'un qui a eu une leptospirose, elle sera probablement positive parce que les tests ne sont pas tout à fait performants pour distinguer les deux microbes. C'est très très fréquent dans le monde. Vous voyez, 60 000 morts chaque année dans le monde, c'est quand même sérieux. En Belgique, par contre, c'est relativement rare. Il y a des cas importés. C'est une maladie surtout tropicale. Donc, à peu près la moitié des cas en Belgique sont des cas importés, des gens qui reviennent de vacances, qui ont fait se baigner dans les rivières, les lacs à l'étranger. Mais il y a quand même des cas autochtones. Alors, le réservoir principal de cette bactérie qu'on appelle Leptospira, ce sont les rongeurs. Mais en fait, tous les animaux pratiquement peuvent être infectés, notamment le bétail, les bovins, les porcs, les moutons, les chèvres. Tous ces animaux peuvent être infectés par Leptospira. Donc, clairement, il y a un impact de l'élevage sur le fait que cette maladie est en augmentation, mais pas que. Alors, le réservoir le plus connu, ça reste les rongeurs, notamment les rats, raison pour laquelle, quand on parle de leptospirose, on parle aussi de maladie des égoutiers. Et ça a été identifié pour la première fois au début du XXe siècle au Japon, d'ailleurs chez des mineurs qui descendaient dans les mines, ils étaient au contact des rats. On a d'ailleurs conseillé à l'époque de l'éradication des rats pour éradiquer la leptospirose. De nouveau, on en vient sur cette volonté d'éradiquer les réservoirs. Le pauvre Ragondin a d'ailleurs bien subi les foudres de certaines personnes suite à ça. Alors, comment est-ce que l'individu se contacte? Donc, les rongeurs, eux, ils ne font pas vraiment la maladie, ils font une forme très chronique en tout cas. Donc, ils ne font pas une maladie aiguë comme l'homme qui fait de la fièvre, qui fait une hépatite très sévère. Ils sont porteurs de manière chronique et ils éliminent les leptospira dans les urines. Et donc, les urines de rongeurs se retrouvent au niveau de l'eau ou sur les berges en tout cas. Et puis, les individus qui vont alors se baigner, pêcher, faire du kayak, ou simplement même des activités de type trail, courir, ou des activités professionnelles, peuvent alors s'infecter. Donc le mécanisme le plus fréquent, c'est cela, c'est une petite plaie chez un individu qui va être au contact alors d'une eau souillée par des urines de rongeurs, et cet individu va être infecté. Dans les expositions, les professions à risque, il y a notamment les éboueurs, les égoutiers, les agriculteurs, les éleveurs, les personnes en fait qui vont régulièrement se balader, et particulièrement s'ils sont exposés aux eaux contaminées. C'est grave la leptospirose. Il y a des formes assez bénignes, mais il y a des formes qui sont très graves, qui sont mortelles dans 5 à 10% des cas. Donc, je veux dire, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Et on meurt notamment d'une insuffisance hépatique, d'une insuffisance rénale ou parfois d'une atteinte neurologique avec une méningite. Alors, pourquoi est-ce qu'on va vers une augmentation de l'incidence de la leptospirose? De nouveau, pour avoir une petite vue One Health. Où est-ce qu'on va avoir des cas de leptospirose très fréquents? Dans les bidonvilles, particulièrement s'ils sont construits à proximité de rivières, où les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Je pense par exemple à ce qui se passe à Mayotte, probablement pour le moment, il n'y a plus accès à l'eau potable. Les gens ils vont aller se laver là-dedans, se rincer dans des eaux qui sont contaminées. Et donc il y a très souvent après un cyclone ou des grandes inondations, une recrudescence de cas de leptospirose. Et le changement climatique s'accompagne, donc le réchauffement climatique s'accompagne aussi d'ailleurs de modifications des régimes des précipitations et de plus en plus d'épisodes très importants, notamment de précipitations. Et ça, c'était une étude au Fidji, où suite à des cyclones, ils ont été confrontés à plusieurs épidémies de leptospirose avec des centaines de cas.
et un taux de mortalité de 7%, hein, donc c'est quand même sérieux. Et dans les facteurs de risque d'épidémie, ben, ils avancent le changement climatique, les inondations, de nouveau, plus de démographie, et donc notamment quand la démographie, quand les infrastructures et les habitations ne suivent pas, ben, il y a de plus en plus de personnes qui vivent malheureusement dans des conditions qui ne sont pas bonnes, hein, dans des bidonvilles, directement au contact des microbes. La pauvreté est aussi un facteur important. Et alors l'agriculture intensive, puisqu'au-delà des rongeurs, le bétail est aussi réservoir de leptospirose. Et donc l'intensification de l'agriculture va favoriser l'émergence de ce microbe. Alors je vais juste finir sur cette petite histoire, puisque ça se passe pas très loin de chez nous, ça se passe en France, du côté dans le Morbihan, là près de Rennes, où en 2016, ils ont été confrontés dans un club de kayak à une épidémie de leptospirose. Il y a eu 14 cas d'un coup dans le même club de kayak, donc ça a créé un petit peu l'affolement. Comme je disais, c'est une maladie assez sévère. Ils ont publié ça d'ailleurs dans une très bonne revue. Et puis ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'on a 14 cas d'un coup? Et donc il y a des médecins qui ont travaillé de leur côté, des vétérinaires aussi qui ont travaillé de leur côté. Et la décision qui a été prise suite à ces cas confirmés nombreux, ça a été une intensification de la lutte contre les ragondins. Donc, ça veut simplement dire extermination des ragondins, mais de manière plus jolie. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas travaillé ensemble directement et ils ne se sont pas rendus compte, médecins et vétérinaires, pas tout de suite en tout cas, que les souches de leptospire qui avaient infecté les kayakistes n'étaient pas les mêmes que celles qu'on retrouvait dans les ragondins. Donc leptospira, il y a plein d'espèces différentes, dont le profil infectieux varie aussi, avec certaines souches qui vont plutôt affecter des ragondins, plutôt des bovins ou plutôt l'homme en l'occurrence. Et ici, quand ils se sont rendus compte par après, que les ragondins étaient infectés avec une souche qui n'était pas celle qui avait infecté les kayakistes, et donc probablement que le coupable n'était pas tellement le ragondin malheureusement. Et donc suite à ça, ils ont créé ce projet qui s'appelle EpiLep 35 pour épidémie leptospirose. 35, je ne sais pas si c'est le nom du département. Et ils se sont dit, OK, on va essayer de mieux comprendre ce qui a pu favoriser cette épidémie de leptospirose. Et ils ont regardé pas seulement chez les ragondins, mais dans différentes populations de rongeurs et aussi dans les différentes populations de bovins notamment. Une fois qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas le ragondin coupable, ils se sont dit que c'est probablement alors le bœuf, sachant qu'à proximité de ce cours d'eau où il y a eu cette épidémie de leptospirose, il y a énormément en fait, d'élevage intensif de bœuf. Et donc, ce qu'ils se sont rendus compte suite à ce projet EpiLep 35, ils ont regardé, ils ont testé beaucoup d'individus dans la faune sauvage, chez les bovins, et ils ont identifié énormément de portages de leptospirose, mais en fait, à chaque fois, c'était des espèces différentes que celles qui avaient infecté l'homme. Donc, on n'a toujours pas compris, malheureusement. Ce n'est pas le bœuf non plus visiblement le coupable, mais au moins ce projet a permis à la fois à des personnes impliquées dans la gestion de la rivière, dans l'environnement, à la fois à des vétérinaires, mais aussi des médecins de se rencontrer et d'essayer de comprendre ensemble ce qui s'était passé. Donc je trouve que c'est un beau projet, un peu l'exemple de projet One Health où tout le monde collabore pour essayer de comprendre d'où vient éventuellement le problème et quelles solutions apporter de manière plus intelligente, qui est toujours dans la réaction et l'extermination d'un réservoir. Deux dias de conclusion, celle-là c'est une dia que je donne souvent aux médecins pour leur rappeler que les zoonoses, ben, c'est plus fréquent qu'on ne pense. On n'en trouve pas beaucoup parce qu'on ne les cherche pas beaucoup. Et si on ne les cherche pas, c'est parce qu'on n'y pense pas, et on n'y pense pas parce qu'on ne les connaît pas. Mais j'essaie toujours d'insister là-dessus et de leur dire qu'il faut quand même toujours penser à poser la question aux patients, OK, qu'est-ce que vous faites le week-end? Est-ce que vous avez des activités en forêt, en rivière? Est-ce que vous avez des animaux domestiques? C'est des questions qu'on ne pose pas toujours. Quand vous allez chez le médecin et que vous faites de la fièvre, s'il pense à vous poser ces questions-là, ou s'il sort directement son écouvillon pour faire un test grippe et Covid, je trouve que souvent l'anamnèse est malheureusement assez incomplète, raison pour laquelle on sous-diagnostique très fort les zoonoses. Et la deuxième conclusion, c'est vraiment d'insister sur les facteurs qui participent à l'émergence de zoonoses et de nouvelles maladies infectieuses.
Je trouve que c'est très bien d'avoir réagi avec le SARS-CoV-2 en développant des vaccins. Nipah aussi, il y a des millions, des centaines de millions qui sont mises maintenant pour développer des vaccins, mais on fait trop peu de choses, à mon sens, pour essayer carrément d'être encore plus loin dans la prévention et limiter l'émergence de pathogènes plutôt que de développer des stratégies de médicaments ou de vaccination. Voilà, mon adresse email si vous avez des questions que vous n'osez pas poser maintenant.